quelques jours du premier tour des élections présidentielles, on estime qu'environ 30% des électeurs n'iront pas voter. Cela ferait de l'abstention le premier parti de France, et c'est d'autant plus remarquable qu'on vit à une époque où de plus en plus de gens ont un avis sur la politique, écoutent la politique, la lisent, la suivent, et sont même prêts à se fâcher avec des gens pour des questions politiques. Beaucoup de facteurs peuvent expliquer l'abstention, mais à mon sens il y en a un dont on parle assez peu, et qui me semble pertinent pour essayer d'apporter un regard un tant soit peu original sur la question. Un élément est sans doute à rechercher dans une tension quelque peu masquée entre deux notions parfaitement antagonistes. La première notion, c'est la démocratie. La démocratie, c'est quoi? La définition un peu bateau dit que c'est le pouvoir du peuple. Très bien, mais une fois qu'on regarde de plus près, quel est, dans ce qu'on appelle aujourd'hui nos démocraties, le pouvoir véritable du peuple? Il consiste essentiellement à pouvoir voter et éventuellement à pouvoir manifester pour marquer un désaccord notable. En dehors de ça, le pouvoir politique du peuple est assez restreint. Est-ce que c'est normal? Eh bien oui, mais pour le comprendre, il faut remonter au XVIIIe siècle. Lors des révolutions françaises et américaines, donc autour des années 1780 pour faire simple, se pose la question du futur régime que l'on va adopter. Et l'idée est assez claire. Pour la grande majorité des penseurs et hommes politiques de l'époque, il faut aller vers ce qu'ils appellent eux-mêmes le gouvernement représentatif. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement représentatif? C'est exactement ce dans quoi on vit. On vote pour des gens qui sont censés représenter les intérêts de la nation. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce gouvernement représentatif s'est construit, de façon tout à fait assumée, contre l'idée de démocratie. Alors il faut bien comprendre le sens des termes. La démocratie, pour les gens de l'époque, c'est-à-dire par exemple pour l'abbé Sieyès, l'auteur de Qu'est-ce que le tiers-État, ou du côté américain pour James Madison, l'un des principaux artisans de la Constitution américaine, la démocratie, c'est la démocratie athénienne, la démocratie à la grecque, c'est-à-dire la démocratie qu'on va appeler relativement directe, une démocratie avec le tirage au sort qui prime largement sur l'élection et qui permet à peu près n'importe quel citoyen qui s'en sent les capacités de prendre des responsabilités politiques. Au XVIIIe siècle, donc, on s'oppose à la démocratie, dans ce sens-là, parce qu'on considère que les gens ne sont pas capables de prendre des responsabilités politiques. L'idée consiste donc, à la fin du XVIIIe siècle, à faire entrer le peuple en politique à travers le droit de vote, un droit de vote qui n'existe pas pour tout le monde, évidemment, à l'époque encore, et à le limiter, grosso modo, à cela. Puisque l'idée qu'on peut... Les textes ne manquent pas pour défendre à l'époque cette vision des choses. On a par exemple un discours assez célèbre de l'abbé Sieyès en septembre 1789, donc vraiment au cœur de la Révolution française, qui précise bien que le peuple n'a pas le temps, ni l'intérêt, ni la compétence de faire de la politique, et donc le peuple doit déléguer la politique à des élus. Le peuple donc doit avoir la responsabilité unique de repérer les meilleurs candidats, de les élire pour former une sorte d'élite politique qui sera tout à fait compétente pour gouverner la nation. Sieyès note d'ailleurs quelque chose dans son esprit, et c'est ce qui va effectivement être le cas par la suite, les députés n'ont pas pour vocation de représenter les questionnements, les problématiques, les délibérations diverses des citoyens. Au contraire, les députés, une fois élus, commencent leur délibération entre députés à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, le peuple élit des députés, mais en est tout à fait délié. C'est pour cela, notamment, qu'il y a ce qu'on appelle une souveraineté nationale et non pas une souveraineté populaire. La souveraineté populaire, ce serait un système dans lequel, lorsqu'un député est élu mais ne tient pas ses promesses de campagne ou change de parti politique, par exemple, en cours de route, alors les électeurs peuvent le démettre. La souveraineté nationale, au contraire, c'est le fait qu'il n'y a pas de mandat impératif. Une fois qu'on est élu, on peut faire, en quelque sorte, ce que l'on veut. Et pour faire en sorte qu'une véritable élite politique soit mise en place, on a eu recours à divers stratagèmes, et en particulier sur la composition du corps électoral. Parmi toutes les personnes qui peuvent être considérées comme des citoyens d'une nation, ce qu'on a eu tendance à faire, qu'il s'agisse de la France, des États-Unis, de l'Angleterre en particulier, de la Belgique, de l'Italie également, c'est qu'on a mis en place des restrictions pour être électeur. Il y avait par exemple le suffrage censitaire, il fallait donc payer le cens, c'est-à-dire un certain seuil d'impôt pour pouvoir être électeur, donc il fallait avoir certains moyens financiers pour pouvoir être électeur. Et puis il y avait par exemple le suffrage plural qui consistait à octroyer plusieurs voix à un même individu s'il avait par exemple des diplômes élevés ou bien un poids économique supérieur à la moyenne. Tout cela avait pour but que le gouvernement représentatif soit
véritablement une élite politique et ne soit pas polluée par les desiderata électoraux de la populace. Et puis le suffrage est devenu universel pour plein de raisons, mais notamment parce que on a considéré que les gens étaient de plus en plus capables de participer au vote. Or, il y a deux phénomènes complémentaires qui entrent en jeu désormais à travers le temps. D'une part, un désintérêt de plus en plus marqué d'une certaine partie de la population, parce qu'elle sait très bien que, à part le vote, elle ne pourra pas beaucoup agir sur la politique. Or, cette partie de la population aimerait avoir un rôle beaucoup plus actif dans la politique. Et d'autre part, c'est un phénomène qui est remarqué déjà à la fin du XIXe siècle, mais qui est d'autant plus vrai aujourd'hui, l'élite politique est de plus en plus endogame, elle est de plus en plus repliée sur elle-même, avec des parcours assez classiques pour faire la carrière politique, une sorte de cursus honorum un petit peu officieux qui consiste à être par exemple attaché parlementaire ou en cabinet ministériel, puis à partir en région, à être conseiller départemental, puis se présenter aux législatives, être député, ministre et ainsi de suite. Ce cursus honorum n'est en quelque sorte pas absurde puisqu'il permet de connaître les rouages de la politique. Il peut en revanche avoir un effet négatif, c'est que ça écrème énormément les gens qui au final accéderont à l'Assemblée nationale, au Sénat ou aux différents ministères. En somme, la politique au plus haut niveau se réduit de plus en plus sur un nombre de personnes de plus en plus restreint. Enfin, il y a une chose assez notable qui est assez récente et qui abonde peut-être dans le sens du désintérêt pour la politique d'un certain nombre de gens. À partir des derniers sondages que j'ai pu lire, si on prend les 4 premiers candidats, dans les sondages en tout cas, ces 4 premiers candidats, qui représentent environ 72% des intentions de vote, ce qui est colossal, sont des candidats qui ne sont pas des candidats de partis politiques au sens traditionnel du terme. Ce sont des candidats qui ont créé leur propre parti, et on imagine mal ces partis-là survivre si le candidat en question ou la candidate en question n'existait plus. Ce ne sont pas donc des partis personnifiés, mais vraiment des partis personnels. C'est une chose assez nouvelle en France et qui s'éloigne des partis politiques traditionnels dans lesquels la base militante élit sa structure, élit ses représentants et met en place son candidat ou sa candidate. Là, le candidat se désigne lui-même et le parti le suit. Le rapport de force est inversé. Et alors, au-delà de la tension qui existe entre la notion de démocratie et la notion de gouvernement représentatif, apparaît une nouvelle tension, une tension entre deux idées. La première idée, c'est je veux abandonner tout pouvoir politique à une unique personne en laquelle je crois fermement. Et puis l'idée inverse, c'est la politique, surtout en démocratie, n'a de sens que si moi, citoyen, je peux y contribuer activement. Au final, on a donc une tension entre une notion de gouvernement représentatif de plus en plus resserrée sur un nombre de personnes de plus en plus faible, quitte à ce que ce soit même une personne qui représente le gouvernement, et d'autre part, quelques espérances d'un régime beaucoup plus démocratique au sens de la démocratie athénienne, avec une participation du peuple beaucoup plus active. Quoi qu'il en soit, de ce qui est souhaitable, de ce qui se passera dans l'avenir, parce que, après tout, le gouvernement représentatif, la démocratie sont des options, sont des choix qui se valent tout à fait, qui ont du sens. Ce qu'il faut voir, c'est un petit peu ce que le peuple souhaite, et ce qu'on appelle, ce que le peuple souhaite, c'est pas toujours évident à mesurer. Mais ce qui est sûr, c'est que, qu'on l'appelle démocratie au sens athénien du terme, démocratie au sens très lâche du terme, comme on le fait aujourd'hui, ou gouvernement représentatif, peu importe, ce régime-là, qui est un régime où le citoyen a sa place, n'est pas une chose gagnée. Et il y a un texte que je voudrais vous lire pour conclure cette vidéo. Ce texte a été prononcé par John Dewey en 1939, donc à une époque où les démocraties occidentales ont fait naître des monstres et ont péri par la suite de leurs propres monstres, avant de renaître évidemment de leurs cendres par la suite. Ce texte me semble très intéressant et je vous en lis quelques lignes. La profondeur de la crise actuelle est due en grande partie au fait que pendant une longue période, nous avons agi comme si notre démocratie était quelque chose qui se perpétuait automatiquement, comme si nos ancêtres avaient réussi à mettre en place une machine qui résolvait le problème du mouvement perpétuel en politique. Nous avons agi comme si la démocratie était quelque chose qui avait lieu principalement à Washington et à Albany, ou dans une autre capitale d'État, sous l'impulsion de ce qui s'est passé lorsque des hommes et des femmes se rendaient aux urnes environ une fois par an. Ces dernières années, nous avons entendu de plus en plus fréquemment que cela ne suffisait pas, que la démocratie est un mode de vie. Effectivement, la démocratie est un mode de vie. Il ne faut pas en négliger l'importance quotidienne, dans la sphère citoyenne notamment. L'appel aux urnes est une chose, mais la vie politique et la vie citoyenne dans une démocratie ne se réduisent pas à ça.